Bonjour et bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, on aborde le rôle de proche aidant et le but, en fait, l'objectif de notre vidéo, c'est vraiment de donner des moyens, des outils pour faciliter un peu ce rôle-là, puis que les proches aidants se sentent plus en confiance, en fait, dans leur rôle. Et ça, je le fais avec Madame Céline Blouin, qui est infirmière à la Fondation québécoise du cancer. Bonjour Céline. Mélodie. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, des phases d'acceptation de la maladie, de certains comportements ou attitudes aussi à privilégier lorsqu'on est un proche aidant, de certaines phrases à éviter, puis de l'importance de mettre certaines limites également. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on définisse en fait c'est qui le proche aidant. Parce que, évidemment, quand on a une personne qui est atteinte d'un cancer, il y a tout un entourage également là, qui va être affecté de près et de loin. Donc, c'est qui finalement le proche aidant? Bien, le proche aidant, premièrement, c'est qui? C'est la famille, souvent. Sinon, c'est un proche de la famille, un ami. C'est quelqu'un qui est quand même émotivement impliqué avec la personne. On parle du malade, mais le proche aidant, là, ça peut être là, pas juste pour la personne atteinte de cancer, mais ça peut être pour une personne vieillissante ou autre. C'est un terme général. Qu'est-ce qu'elle fait, la proche aidante? Elle va guider, elle va soutenir la personne autant émotionnellement que dans ses besoins. Le transport, le ménage, les soins là, qui peuvent être faits, là, la toilette personnelle du malade. En gros, c'est ça. Ce que la personne malade n'est plus capable de faire, le proche aidant va pallier à cette personne-là. Parfait. Puis, évidemment, aujourd'hui, on s'adresse aux proches aidants, mais je pense que ça va aussi au-delà de ça. On a eu l'occasion d'en discuter un petit peu. Tu sais, si on a une connaissance, même un collègue de travail qui peut être atteint d'une maladie ou bon, d'un cancer, les propos que vous allez soulever aujourd'hui, je pense que ça peut être pertinent et intéressant parce que le but, c'est d'éviter en fait d'avoir peur d'aborder ces gens-là ou de ne plus oser les aborder. Donc, oui, c'est destiné évidemment aux proches aidants, mais beaucoup plus que ça, finalement. Un premier élément qui est important, je crois, c'est de comprendre les 5 phases d'acceptation de la maladie. Donc, je vais vous laisser nous les expliquer, en fait, ces 5 phases, ces 5 étapes-là Oui, d'acceptation. certainement. Écoutez, il a dit, encore une fois, c'est des acceptations par rapport à la maladie, mais ça peut être des acceptations. C'est la même chose pour le deuil. Dans bien des contextes, lorsqu'on perd quelque chose, lorsqu'on perd sa santé, c'est des étapes d'acceptation. Puis là, on voit à l'écran les 5 étapes, mais elles ne sont pas nécessairement dans le même ordre. Puis le malade ne se rendra pas nécessairement à la 5e phase. C'est important de le comprendre pour le proche qui va aider. Sachant ça, il va comprendre pourquoi que le patient agit de cette façon-là. Je dis patient parce que je suis habituée dans le milieu hospitalier, le malade. Donc, la première phase, c'est le choc initial. On voyait les annonces là, de la famille avec la chaise qui tombait par en arrière là, il y a quelques temps. Je pense que ça a été une vidéo choc là, que les gens se souviennent très bien. Même si des fois on se doute du diagnostic, d'entendre le mot cancer, ça frappe l'imaginaire. Après ça, on a le déni. Le déni, les gens vont dire, non, non, ça se peut pas. Ça peut pas m'arriver à moi. Il me semble que j'étais en santé, j'ai tout fait. Il y a toutes sortes de choses. Fait qu'on va dire, hey, ils se sont trompés, je veux un deuxième avis. On va entendre ça aussi des fois. Là. Le médecin, là, je pense qu'il n'a pas fait sa job au complet ou quoi que ce soit. On est dans le déni. Alors, pour le proche aidant, c'est important de pas nécessairement dire, ben non, voyons donc, c'est une phase normale. Il y a la révolte aussi qui va avec. Quand je disais tout à l'heure, j'ai tout fait, je m'alimentais bien, je faisais du sport, pourquoi ça m'arrive? Ben là, c'est encore une fois la révolte. À quoi ça servait de tout faire ça? J'ai le cancer quand même. Euh, En tant que proche aidant, tu sais, de ne pas dire, ben non, voyons donc, quoi que ce soit, c'est une phase, encore une fois, là, normale de la maladie. La négociation. J'ai entendu dans mon passé professionnel des gens qui disaient, en tout cas, si je m'en sors, là, je vais aller à la messe à tous les jours, je vais prier à tous les jours, je ne compterai plus jamais de mensonges. Tu sais, c'est des espèces de promesses là, qu'on fait en désespoir, je vous dirais. Là. Et finalement, l'acceptation où on accepte la maladie ou on la supporte une fois qu'on a passé à travers tout ça. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours dans cet ordre précis-là. Puis, et aussi, il faut comprendre qu'on ne se rendra pas nécessairement. On a des gens qui sont en palliatif, qui vont rester au déni, à la révolte, qui n'accepteront jamais là, la maladie.
Puis, dépendamment de la phase finalement dans laquelle le patient ou la personne malade, elle est, j'imagine que ça vient, c'est ça, teinter un peu les échanges ou la relation qu'il va y avoir entre le proche aidant puis la personne là, concernée. Il faut comprendre dans quelle étape se situe la personne qu'on aide. Exactement. Comme je disais, quand le patient est en déni, ben, essayez de le convaincre ou la révolte. Souvent, les proches aidants vont nous appeler. Moi, je suis à la ligne Info Cancer de la Fondation. J'entends les proches aidants qui m'appellent et qui me disent, ben là, il passe son temps enragé contre moi. Je suis son bouc émissaire. Qu'est-ce que je fais? Moi, je leur dis, c'est pas personnel envers vous. Il faut pas prendre ça personnel. Il faut comprendre que là, il est choqué, là. Il faut qu'il se défoule sur quelqu'un. Souvent, le prochain aidant, c'est une personne de confiance. Et c'est prouvé que si le malade se défoule sur le prochain aidant en qui il a confiance, il sait que cette personne-là ne se défilera pas. Donc, c'est ce que je dis aux gens. Laissez-le aller, laissez-le dire ce qu'il veut. Ça vous appartient pas, c'est pas à vous. Mettez-le derrière vous. Dites-vous que c'est une étape qui a à passer. Donc, le sachant, c'est plus facile pour le prochain aidant d'accepter lui aussi là, que le patient passe à travers toutes ces étapes-là. Merci. Puis maintenant, justement, est-ce qu'il y a des comportements ou des approches à privilégier lorsqu'on est un proche aidant? Sinon, oui, de s'adapter là, dépendamment aux différentes étapes, mais est-ce qu'il y a des éléments qu'on devrait le mettre de l'avant lorsqu'on est un proche aidant? Bien, certainement. Moi, je parle souvent d'empathie versus sympathie. Oui. C'est quoi être empathique? C'est quoi être sympathique? Souvent, le proche aidant va vouloir faire beaucoup de choses pour le malade. Il va se dire, ben là, il n'est plus capable de faire ça, il n'est plus capable de réfléchir, il n'est plus capable. Donc, il va vouloir prendre en charge complètement la vie du malade. Être malade, être atteint du cancer, ça ne veut pas dire de ne plus être capable de réfléchir. Ça ne veut pas dire que je suis plus capable de rien faire. Alors, le proche aidant va essayer là, de tout faire. Laisse faire, bouge pas, je vais le faire pour toi. Ça, c'est un exemple. Là. Oui. À ce moment-là, c'est comme si le patient, le malade, n'était plus quelqu'un de capable. Puis le proche aidant, le problème des fois de ces personnes-là, quelqu'un qui s'engage énormément, s'attend à des résultats. Il va dire, regarde, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il s'attend à des résultats et de cette façon-là, le proche aidant se sent valorisé de par ses actions. Donc, c'est beaucoup plus pour lui qu'il le fait que pour le patient. Ça, c'est le risque d'être un proche aidant sympathique. Alors, l'approche à avoir, c'est d'être empathique. Être empathique, c'est de supporter, d'accompagner le malade, mais de le laisser être un être humain. C'est pas parce qu'on a le cancer qu'on n'est plus capable de réfléchir. C'est pas parce qu'on a le cancer qu'on n'a pas envie de parler d'autre chose. C'est pas parce qu'on a le cancer qu'on n'a pas envie de parler d'avenir. Donc, laisser le plus possible au malade son autonomie. Parce que le malade, si on fait tout pour lui, il va dire c'est ça, je suis plus bon en rien. Ça ne l'aidera pas. Au contraire, ça va le décourager. Donc, c'est important pour lui d'être à côté de lui, puis de lui dire, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Demande-moi ce que tu n'es pas capable de faire, mais je vais te laisser faire ce que tu es capable de faire. Tu as envie de parler? Je suis là pour toi. Tu n'as pas envie de parler? Je ne te forcerai pas à parler, mais tu sais que je suis là. Je pense que c'est la grande qualité du proche aidant, d'être présente, mais de ne pas s'imposer auprès du malade. Puis j'imagine également, j'entends aussi beaucoup d'écoute dans vos propos, tu sais, de dire qu'on est là, qu'on peut aider, de ne pas hésiter non plus à lever la main s'il y a des tâches ou des éléments qu'on n'est plus capable de faire. Donc, j'imagine que l'écoute est également un élément clé lorsqu'on est proche aidant. Oui, effectivement. On parle d'écoute active. Lorsqu'on parle d'écoute active, à ce moment-là, il y a des étapes d'écoute active. On va le voir aussi là, dans le vidéo, les étapes. Là. Un, c'est d'écouter attentivement. Regarder l'interlocuteur dans les yeux. Il y a des façons de faire, là. Tu sais, de se croiser les bras, de regarder à gauche, à droite. C'est comme si on n'était pas intéressant. C'est comme si on attendait que la personne finisse de parler pour pouvoir gérer cette personne-là. De ne pas l'interrompre non plus.
lorsque la personne a de la difficulté à parler de ses émotions, puis on la coupe sans arrêt, ben, ça va l'empêcher là, d'être capable là, d'exprimer là, ce qu'elle ressent au fond d'elle. Faire preuve d'empathie, c'est sûr, dire, ben, écoute, je suis là avec toi. Puis demander à l'interlocuteur, on fait aussi de la reformulation. Le patient va dire, je suis choqué que ça m'arrive. Je donne ça comme exemple. À ce moment-là, le proche aidant empathique va dire, ah oui, à ce que je comprends bien, à ce que j'entends, c'est que tu me dis que tu trouves ça difficile, ta maladie, ça te rend de mauvaise humeur. Peux-tu m'en parler un petit peu plus, comment tu te sens? Donc, on reformule pour voir qu'on a bien compris. Le malade, lui, il réalise qu'on écoute, qu'on est vraiment à l'écoute et on fait des questions ouvertes, des réponses ouvertes qui permettent au malade de pouvoir continuer à exprimer ses besoins, ses ressentiments. Puis, ce qui est très important, c'est d'être sans jugement. Ça, c'est vraiment une belle écoute active. Parfait. Puis, bon, évidemment, ça, c'est comme vous l'avez mentionné, très important, donc d'être empathique, reformuler pour laisser place à la discussion finalement. Puis là, maintenant, je veux qu'on aborde aussi certaines phrases ou certains mots qu'on devrait peut-être éviter lorsqu'on est proche aidant, bien que souvent, ça part d'une bonne intention. Évidemment, on ne veut pas nécessairement nuire là, à la personne qu'on aide, mais il y a certaines phrases ou peut-être certains mots qu'on devrait éviter. On en a plusieurs exemples. On va les voir à l'écran. Puis, je vous laisse en fait nous expliquer pourquoi ce sont des phrases ou des mots qu'on devrait éviter dans un contexte là, lorsqu'on est un proche aidant. Oui, on va les passer quand même assez rapidement, mais c'est d'entendre, c'est pas grave, ça se soigne bien, tu vas guérir. On est qui, nous, pour savoir que la personne va guérir? Et aussi, tu sais, des fois, on entend, c'est un petit cancer, inquiète-toi pas, les statistiques sont bonnes. Le prochain aidant va penser qu'il fait bien, mais il faut penser aussi au background, excusez l'anglicisme, du malade. Qu'est-ce qu'il a vécu, lui, psychologiquement? Est-ce qu'il est fort psychologiquement? Est-ce qu'il a passé à travers beaucoup d'épreuves dans sa vie? Et un petit cancer, entre guillemets, qu'on va dire, pour lui, le choc est le même, à savoir que ce soit un petit cancer de la thyroïde qui se guérit à 99%, qu'un cancer du pancréas qui est dur à guérir. Donc, cette phrase-là, c'est pas grave, tu vas bien aller. On va plutôt dire, je comprends que tu vis des moments difficiles, je suis là pour toi, pour t'accompagner. Tout au long des phrases qui reviennent, c'est souvent ça, l'écoute. C'est la phrase clé. Comme je sais ce que tu ressens, ça va aller. Non, vous ne savez pas ce que la personne ressent. Encore une fois, que ce soit un gros cancer, un petit cancer, on ne sait pas comment qu'elle vit ça, comment qu'elle réagit. Donc, ce n'est pas des phrases à privilégier. Bouge pas, je m'occupe de tout. Ça, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué dans le sympathique. Faut te battre, faut pas t'abattre. Souvent, on entend ça. Ah, c'est une battante, elle est courageuse. Ben, qui a le goût de se laisser aller? Qui a le goût de mourir? Je pense que l'instinct naturel, c'est de vouloir vivre. Donc, on embarque tout simplement dans le créneau, on embarque dans les traitements que le médecin va prescrire. Donc, puis la patiente ou le patient qui va être en chimiothérapie, on le sait que ça induit de la fatigue, un épuisement. Donc, dire tu vas te battre, ben là, le patient va dire, ben là, me battre, je me sens déjà tellement fatigué. Donc, va se sentir un petit peu, il va penser qu'il va décevoir son entourage. S'il dit pas oui, je vais me battre, s'il a le goût de dire je suis épuisé, je me sens pas bien, j'ai le goût de me laisser aller, c'est contradictoire avec cette phrase-là. Donc, dire encore une fois, toujours la même chose, je suis là avec toi, c'est des moments très difficiles de ta vie. Tu peux compter sur moi, tu as besoin de quoi que ce soit, je peux t'aider. Ou la fameuse phrase, oui, ma tante, il y a 2 ans, a eu le même cancer que toi, puis elle va très bien, elle s'en est bien sortie. On entend souvent ça. La personne, lorsqu'elle a le cancer, elle devient comme introvertie, c'est son besoin, c'est son intériorité, c'est elle, c'est une personne unique.
Donc, elle ne veut pas savoir que ma tante, il y a 2 ans, alors, elle a eu le même cancer. Elle, ce qu'elle veut savoir, est-ce que mon traitement fonctionne? Est-ce que moi, je vais m'en sortir? Puis, souvent, il peut y avoir de l'agressivité aussi envers le proche aidant. Dire, regarde, je m'en fous, moi, de savoir que d'autres personnes ont eu le même cancer que moi. Ou inversement, ça donne des faux espoirs parce qu'on dit, il y a des gens qui vont chercher là, le plus possible d'exemples de gens qui s'en sont sortis. Puis, on sait qu'il n'y a pas un cancer qui est pareil. Puis, monsieur, madame, tout le monde ne saura pas si le cancer était vraiment exactement le même. Donc, ce sont des phrases qui sont un petit peu gratuites, je vous dirais, et qui n'aident pas vraiment le patient. Puis, bonne année, bonne santé. Hein, ça, on l'entend, cette fameuse phrase-là. Cette phrase-là, le patient va dire, bonne santé. Oui, ça peut être quelque chose de bien. C'est quelque chose que même moi, lorsque je travaillais dans les salles de traitement, j'étais portée à vouloir dire. Mais en même temps, j'ai comme réalisé de dire, bonne santé, ça implique beaucoup de choses pour le patient. Peut-être lui dire, écoute, profite de chaque petit moment, profite de chaque petite victoire que tu as. Ça va t'aider dans la vie future. Je pense que c'est plus adapté. Après ça, les traitements sont terminés. Super, tu vas bien aller maintenant. Il faut comprendre aussi qu'un traitement de chimiothérapie, un traitement de radiothérapie, une fois que c'est terminé, il reste de la fatigue qui peut perdurer jusqu'à 6 mois. Donc, ce n'est pas fini, on est en recouvrement. Les gens, des fois, disent, OK, c'est correct, c'est fini, c'est derrière toi. Comment ça qu'elle est encore fatiguée? Comment ça qu'elle est encore déprimée? Il faut être conscient de ça aussi, que le moment difficile n'est pas terminé. Puis, tu sais, que veux-tu que je lui dise? Je veux pas l'appeler, je ne sais pas trop quoi dire. Le patient n'a pas nécessairement envie, le malade n'a pas nécessairement envie toujours de parler de sa maladie, de ses traitements. C'est un être humain avant tout, comme je lui l'expliquais tout à l'heure. Donc, allô, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Lui expliquer ce que toi, tu as fait aujourd'hui. Ça peut lui changer les idées aussi, là. Donc, il faut faire attention avec nos dires. Mais, comme vous disiez, Élodie, c'est sûr que ça part d'un bon sentiment. Oui, c'est ça. Souvent, l'intention est là, elle est bonne, mais merci pour, c'est ça, ces alternatives finalement. Tu sais, des fois, c'est juste dans notre choix des mots ou des phrases là, à éviter ou à changer un petit peu là, notre approche. Puis, vous l'avez mentionné, tu sais, le patient ou la personne malade demeure un être humain, mais le proche aidant également demeure un être humain. Est-ce que c'est important que le proche aidant mette lui aussi certaines limites ou impose certaines limites finalement là, que ce soit dans les tâches, dans le temps qu'il va accorder ou peu importe, de ne pas s'oublier finalement comme personne d'abord et avant tout également, même si on occupe ce rôle-là de proche aidant-là. Oui, effectivement. Être proche aidant, c'est une job, entre guillemets, je dirais, qui est quand même difficile. On est content de pouvoir aider le malade, mais des fois, on s'oublie dans ce rôle-là. Donc, c'est respecter ses limites. Respecter ses limites, il y a des facteurs d'épuisement on va s'apercevoir, puis il faut être à l'écoute de ce qu'on vit aussi. Oui, si on veut s'occuper du malade, il faut, nous, être en mesure d'être capable là, de le faire. Donc, des facteurs d'épuisement, c'est sûr que d'être le proche aidant principal, ça, c'est sûr que c'est plus exigeant. Donc, il peut y avoir de l'épuisement. De ne pas avoir beaucoup d'aide, des familles qui sont restreintes, pas d'amis, un réseau qui est quand même restreint, que c'est nous qui faisons tout comme proche aidant, c'est des facteurs qui vont induire de l'épuisement. Puis ça dépend aussi si le patient, est-ce que c'est un court terme ou un long terme? Est-ce que c'est une maladie métastatique qui va perdurer sur des années, qui va entraîner de l'épuisement? De ne pas prendre de temps pour soi. Je donne comme exemple, si 3 fois par semaine, on allait marcher, puis on a arrêté de le faire parce que là, on veut trop aider. On oublie tout les activités qu'on aimait. On aimait aller au cinéma, on allait marcher, on aimait aller faire du ski l'hiver ou quoi que ce soit. On met tout ça entre parenthèses pour pouvoir aider. À quelque part, là, c'est nous qui va devenir épuisés. Puis, on ne sera plus en mesure d'aider le malade. Donc, c'est important de se dire, oui, je vais devenir proche aidant, mais oui, il va falloir que je mette des limites pour être capable de continuer à aider
le malade. Oui, puis de ne pas s'oublier non plus, c'est ça là-dedans, comme vous le mentionnez, avec les activités qu'on aime, par exemple, puis tout ça. Mm-hmm. Puis, en terminant, est-ce qu'il y a justement des ressources? Est-ce que les proches aidants peuvent avoir recours à que ce soit de la documentation, de l'information, pour être, eux, également bien guidés dans leur rôle? Est-ce qu'il y a des ressources disponibles pour les proches aidants? Bien, certainement. Il ne faut pas que le proche aidant reste seul parce qu'il va s'épuiser. S'il s'épuise, ben, il y a des risques de dépression et il ne pourra plus aider. Donc, à ce moment-là, ce qui est important, c'est d'aller chercher le plus d'aide possible. Si, disons, je donne comme exemple, c'est la conjointe qui aide son mari qui est malade, la belle-sœur dit, ben garde, va donc promener, moi je vais aller pendant ce temps-là aider. Ben, c'est de ne pas refuser, c'est de dire oui, on prend toute l'aide qu'il y a alentour dans notre réseau. Ça, c'est la première chose à faire. Aussi, il y a des ressources. Des ressources, où est-ce qu'on va les trouver? Je vous dirais qu'en regardant à la Fondation québécoise du cancer, si vous regardez sur le site web, il y a un onglet qui s'appelle Ressources. C'est un onglet qui est facile à consulter. Il y a de l'entraide, de l'aide à domicile, du répit, il y a plein de choses. Ça, déjà, ça peut aider. Vous avez aussi à la Fondation le service d'une documentaliste. Comment je peux aider mon conjoint, ma soeur, mon père, ma mère, autres? La documentaliste, on a à la Fondation une bibliothèque très complète, autant format papier que des hyperliens web qui va aider le proche aidant là, à avoir des trucs, comment pouvoir aider sans s'épuiser. Le proche aidant se sent découragé. Le proche aidant va dire « Oh mon Dieu, je me sens moins aidant, je me sens moins empathique, je suis tannée ou quoi que ce soit, je me sens découragé. » Peut appeler aussi à la Fondation, parler à une infirmière. Il y a un service de jumelage aussi. Le service de jumelage, ce n'est pas que pour le malade qui va parler avec un autre, un bénévole qui a eu une maladie semblable, mais en tant que proche aidant, on peut le mettre en communication avec un autre proche aidant qui peut lui donner des conseils, il peut l'écouter. Donc, ça peut l'aider aussi. On a le service d'une psychologue aussi, qui n'est pas juste pour le malade, qui peut être pour le proche aidant qui vit des détresses psychologiques. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais comme je vous disais au départ, il y a l'onglet ressources. Donc, il y a plein de ressources dans les différentes régions du Québec qui sont offertes. Souvent, les gens ne sont pas au courant, mais en regardant comme il faut, c'est plein, plein, plein de ressources et il n'y a pas de raison de rester seul et découragé en tant que proche aidant. Parfait. Merci beaucoup. Donc, il ne faut pas hésiter justement à se retourner vers ces ressources-là. Merci Céline de nous avoir éclairé sur le rôle du proche aidant aujourd'hui, en espérant que ça a pu accompagner et guider certains proches aidants et membres de l'entourage d'une famille, d'une personne qui serait atteinte d'un cancer. Merci. Ça me fait plaisir. Puis, comme je disais, ne pas hésiter à aller chercher les ressources, de nous appeler à la Fondation. Nous sommes là pour vous aider. Excellent. Merci beaucoup. Merci.